Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre, La culture des idées. Auteur, Rémi de Gourmont. Chapitre 1, du style ou de l'écriture. Sujet 1. E ideo confiteatureorum stultitia, qui arte, scientia qui nun, de solo ingénio confidente, ad summa seme canenda prorompont, a tanto prosintuositate desistant, et sciencer naturali desidia sunt, nolint astripetam aquilam imitari. Dantis Alighieri, de Vulgari Eloquio, 2. 4. Déprécier l'écriture, c'est une précaution que prennent de temps à autre les écrivains nuls, ils la croient bonne, elle est le signe de leur médiocrité et l'aveu d'une tristesse. Ce n'est pas sans dépit que l'impuissant renonce à la jolie femme aux yeux trop limpides, il doit y avoir de l'amertume dans le dédain public d'un homme qui confesse l'ignorance première de son métier, ou l'absence du don sans lequel l'exercice de ce métier est une imposture. Cependant quelques-uns de ces pauvres se glorifient de leur indigence. Ils déclarent que leurs idées sont assez belles pour se passer de vêtements, que les images les plus neuves et les plus riches ne sont que des voiles de vanité jetés sur le néant de la pensée, que ce qui importe, après tout, c'est le fond et non la forme, l'esprit et non la lettre, la chose et non le mot, et ils peuvent parler ainsi très longtemps, car ils possèdent une meute de clichés nombreuses et dociles, mais pas méchantes. Il faut plaindre les premiers et mépriser les seconds, et ne leur rien répondre, sinon ceci, qu'il y a deux littératures, et qu'ils font partie de l'autre. Deux littératures, c'est une manière de dire provisoire et de prudence, afin que la meute nous oublie, ayant sa part du paysage et la vue du jardin où elle n'entrera pas. S'il n'y avait pas deux littératures et deux provinces, il faudrait égorger immédiatement presque tous les écrivains français, cela serait une besogne bien malpropre, et de laquelle, pour ma part, je rougirais de me mêler. Laissons donc, la frontière est tracée, il y a deux sortes d'écrivains, les écrivains qui écrivent et les écrivains qui n'écrivent pas, comme il y a les chanteurs aphones et les chanteurs qui ont de la voix. Il semble que le dédain du style soit une des conquêtes de 89. Du moins, avant l'ère démocratique, il n'avait jamais été question que pour les bafoués, des écrivains qui n'écrivent pas. Depuis Pisistrate jusqu'à Louis XVI, le monde civilisé est unanime sur ce point, un écrivain doit savoir écrire. Les Grecs pensaient ainsi, les Romains aimaient tant le beau style qu'ils finirent par écrire très mal, voulant écrire trop bien. S. Ambroise estimait l'éloquence au point de la considérer comme un des dons du Paraclet, Vox Donus Spiritus, et S. Hilaire de Poitiers, au chapitre 13 de son traité des psaumes, n'hésite pas à dire que le mauvais style est un péché. Ce n'est donc pas du christianisme romain qu'a pu nous venir notre indulgence présente pour la littérature informe. Mais comme le christianisme est nécessairement responsable de toutes les agressions modernes contre la beauté extérieure, on pourrait supposer que le goût du mauvais style est une de ces importations protestantes dont fut, au XVIIIe siècle, souillée la terre de France. Le mépris du style et l'hypocrisie des mœurs sont des vices anglicans. Note 1 retour. Sur l'importance et l'influence du protestantisme à cette époque, voir l'ouvrage de Ed. Hugues, que tous les protestants démarquent depuis 25 ans, Histoire de la restauration du protestantisme en France au XVIIIe siècle, 1872. Cependant, si le XVIIIe siècle écrit mal, c'est sans le savoir. Il trouve que Voltaire écrit bien, surtout en vers. Il ne reproche à Ducis que la barbarie de ses modèles, il a un idéal, il n'admet pas que la philosophie soit une excuse de la grossièreté littéraire, on versifie les traités d'Isaac Newton, et jusqu'aux recettes de jardinage et jusqu'aux manuels de cuisine. Ce besoin de mettre où il n'en faut pas de l'art et du beau langage, le conduisit à adopter un style moyen, propre à rehausser tous les sujets vulgaires et à humilier tous les autres. Avec de bonnes intentions, le XVIIIe siècle finit par écrire comme le peuple du monde le plus réfractaire à l'art. L'Angleterre et la France signèrent à ce moment une entente littéraire qui devait durer jusqu'à la venue de Chateaubriand, et dont le génie du christianisme II fut la dénonciation solennelle. À partir de ce livre, qui ouvre le siècle, il n'y a plus qu'une manière d'avoir du talent, c'est de savoir écrire, et non plus à la mode de la harpe, mais selon les exemples d'une tradition invaincue, aussi vieille que le premier éveil du sens de la beauté dans l'intelligence humaine. Note 2 retour. Ce livre, si mal connu et défiguré dans ses éditions pieuses.
Rien de moins pieux cependant et de moins édifiant au-delà du premier tome, que cette encyclopédie singulière et confuse où on trouve René, et des tableaux statistiques, Atala et le catalogue des peintres grecs. C'est une histoire universelle de la civilisation, et un plan de reconstruction sociale. En voici le titre complet, Génie du christianisme, ou beauté de la religion chrétienne par François-Auguste Chateaubriand. À Paris, chez Migneret Imprimeur, rue du Sépulcre, FSG, numéro 28. En 10, 1802. 5 vols et 8. Mais la manière du XVIIIe siècle répondait trop bien aux tendances naturelles d'une civilisation démocratique. Ni Chateaubriand, ni Victor Hugo ne purent rompre la loi organique qui précipite le troupeau vers la plaine verte, où il y a de l'herbe, et où il n'y aura plus que de la poussière quand le troupeau aura passé. On jugea inutile bientôt de cultiver un paysage destiné aux dévastations populaires. Il y eut une littérature sans style comme il y a des grandes routes sans herbe, sans ombre et sans fontaine. Note 3 retour. Quand on parle du XVIIIe siècle, il faut toujours mettre à part, dans sa tour de Montbard, le grandiose et solitaire Buffon, qui fut, au sens moderne de ces mots, un savant, un philosophe et un poète. Sujet 2. Le métier d'écrire est un métier, et j'aimerais mieux qu'on le mît à son ordre vocabulaire, entre la cordonnerie et la menuiserie, que tout seul, à part des autres manifestations de l'activité des hommes. À part, il peut être nié, sous prétexte d'honneur, et tellement éloigné de tout ce qui est vivant qu'il meurt de son isolement. À son rang dans une des niches symboliques le long de la grande galerie, il suggère des idées d'apprentissage et d'outillage, il éloigne de lui les vocations impromptues, il est sévère et décourageant. Le métier d'écrire est un métier, mais le style n'est pas une science. Le style est l'homme même et l'autre formule, de Hello, le style est inviolable, disent une seule chose, le style est aussi personnel que la couleur des yeux ou le son de la voix. On peut apprendre le métier d'écrire, on ne peut apprendre à avoir un style, on ne peut teindre son style comme on teint ses cheveux, mais il faut recommencer tous les matins et n'avoir pas de distraction. On apprend si peu à avoir un style qu'au cours de la vie souvent on désapprend. Quand la force vitale est moindre, on écrit moins bien. L'exercice, qui améliore d'autres dons, gâte parfois celui-là. Écrire, c'est très différent de peindre ou de modeler. Écrire ou parler, c'est user d'une faculté nécessairement commune à tous les hommes, d'une faculté primordiale et inconsciente. On ne peut l'analyser sans faire toute l'anatomie de l'intelligence, c'est pourquoi qu'ils aient 10 ou 10 000 pages, tous les traités de l'art d'écrire sont de vaines esquisses. La question est si complexe qu'on ne sait par où l'aborder, elle a tant de pointes et c'est un tel buisson de ronces et d'épines, qu'au lieu de s'y jeter on en fait le tour, et c'est prudent. Écrire, mais alors au sens de Flaubert et de Goncourt, c'est exister, c'est se différencier. Avoir un style, c'est parler au milieu de la langue commune un dialecte particulier, unique et inimitable, et cependant que cela soit à la fois le langage de tous, et le langage d'un seul. Le style se constate, en étudier le mécanisme est inutile au point où l'inutile devient dangereux, ce que l'on peut recomposer avec les produits de la distillation d'un style ressemble au style, comme une rose en papier parfumé, ressemble à la rose. Quelle que soit l'importance fondamentale d'une œuvre écrite, la mise en œuvre par le style accroît son importance. C'était l'opinion de Buffon, que toutes les beautés qui se trouvent dans un ouvrage bien écrit, tous les rapports dont le style est composé, sans autant de vérité aussi utile et peut-être plus précieuse pour l'esprit humain, que celles qui peuvent faire le fond du sujet. Et c'est aussi, malgré le dédain commun, l'opinion commune, puisque les livres de jadis qui vivent encore ne vivent que par le style. Si le contraire était possible, tel contemporain de Buffon, Boulanger, l'auteur de l'Antiquité dévoilée, ne serait pas inconnu aujourd'hui, car il n'y avait de médiocre en lui que sa manière d'écrire, et n'est-ce point parce qu'il manqua presque toujours de style que tel autre, comme Diderot, n'a jamais eu que des heures de réputation, et que sitôt qu'on ne parle plus de lui, il est oublié? Cette prépondérance incontestée du style fait que l'invention des thèmes n'a pas un grand intérêt en littérature. Pour écrire un bon roman ou quelque drame viable, il faut tout élire un sujet si banal qu'il en soit nul, ou en imaginer un si nouveau qu'il faille du génie pour en tirer parti, Roméo et Juliette ou Don Quichotte. La plupart des tragédies de Shakespeare ne sont qu'une suite de métaphores brodées sur le canevas de la première histoire venue.
Shakespeare n'a inventé que ses vers et ses phrases. Comme les images en étaient nouvelles, cette nouveauté a nécessairement conféré la vie au personnage du drame. Si Hamlet, idée pour idée, avait été versifié par Christophe Marlowe, ce ne serait qu'une obscure et maladroite tragédie que l'on citerait comme une ébauche intéressante. Monsieur de Maupassant, qui inventa la plupart de ses thèmes, est un moindre conteur que Boccace, qui n'inventa aucun des siens. L'invention des sujets est d'ailleurs limitée, encore que flexible à l'infini, mais autre siècle, autre histoire. Monsieur Icare, s'il avait du génie, n'eût pas traduit Othello, il l'eût refait, comme l'ingénu Racine refaisait les tragédies d'Euripide. Tout aurait été dit dans les 100 premières années des littératures, si l'homme n'avait le style pour se varier lui-même. Je veux bien qu'il y ait 36 situations dramatiques ou romanesques, mais une théorie plus générale n'en peut en somme reconnaître que 4. L'homme étant pris pour centre, il a des rapports, avec lui-même, avec les autres hommes, avec l'autre sexe, avec l'infini, Dieu ou nature. Une œuvre de littérature rentre nécessairement dans un de ces 4 modes. Mais n'y aurait-il au monde qu'un seul et unique thème, et que cela fût Daphnis et Chloé, il suffirait. Une des excuses des écrivains qui ne savent pas écrire est la diversité des genres. Ils croient qu'à celui-ci convie le style, et à celui-là, rien. Il ne faut pas, disent-ils, écrire un roman du même ton qu'un poème. Sans doute, mais l'absence de style fait aussi l'absence de ton, et quand un livre manque d'écriture, il manque de tout, il est invisible ou comme on dit, il passe inaperçu. Cela convient. Au fond, il n'y a qu'un genre, le poème, et peut-être qu'un mode, le vers, car la belle prose doit avoir un rythme qui fera douter si elle n'est que de la prose. Buffon n'a écrit que des poèmes, et Bossuet et Chateaubriand et Flaubert. Les époques de la nature, si elles émeuvent les savants et les philosophes, n'en sont pas moins une somptueuse épopée. Monsieur Brunetière a parlé avec une ingénieuse hardiesse de l'évolution des genres. Il a montré que la prose de Bossuet n'est qu'une découpe de la grande forêt lyrique, où Victor Hugo plus tard se fit bûcheron. Mais je préfère l'idée qu'il n'y a pas de genre ou qu'il n'y a qu'un genre. Cela est d'ailleurs plus conforme aux dernières philosophies et à la dernière science. L'idée d'évolution va disparaître devant celle de permanence, de perpétuité. Si on peut apprendre à écrire, hein ? Il s'agit du style. C'est demander si Monsieur Zola avec de l'application aurait pu devenir Chateaubriand, ou si Monsieur Quesnay de Beaurepaire avec des soins aurait pu devenir Rabelais. Si l'homme qui imite les marbres précieux en secouant d'un coup vif son pinceau vers les panneaux de sapin aurait pu, bien conduit, peindre le pauvre pêcheur, ou si le ravaleur qui taille dans le genre corinthien les tristes façades des maisons parisiennes, ne pourrait pas, après 20 leçons, sculpter par hasard la porte de l'enfer, ou le tombeau de Philippe Pau ? Si on peut apprendre à écrire, hein ? Il s'agit des éléments d'un métier, de ce qui s'enseigne aux peintres dans les académies. On peut apprendre cela. On peut apprendre à écrire correctement à la manière neutre, comme on grava à la manière noire. On peut apprendre à écrire mal, c'est-à-dire proprement et de manière à mériter un prix de vertu littéraire. On peut apprendre à écrire très bien, ce qui est une autre façon d'écrire très mal. Qu'ils sont mélancoliques, ces livres qui sont très bien, et puis c'est tout. Sujet 3. Monsieur Albalat a donc publié un manuel qui s'appelle « L'art d'écrire enseigné en 20 leçons ». Paru en des temps plus anciens, ce manuel eût certainement fait partie de la bibliothèque de Monsieur Dumouchel, professeur de littérature, qui l'eût recommandé à ses amis, Bouvard et Pécuchet. Alors ils se demandèrent en quoi consiste précisément le style, et grâce à des auteurs indiqués par Dumouchel, ils apprirent le secret de tous les genres. Cependant les deux bonshommes trouvent un peu subtiles les remarques de Monsieur Albalat, et ils sont consternés d'apprendre que le Télémaque est mal écrit, et que Mérimée gagnerait à être condensé. Ils rejettent Monsieur Albalat, et se mettent sans lui à leur histoire du duc d'Angoulême. Je ne suis pas surpris de leur résistance, peut-être ont-ils senti obscurément que l'inconscient se rit des principes, de l'art des épithètes et de l'artifice des 3 jets gradués. Que le travail intellectuel, et en particulier le travail d'écrire, échappe en très grande partie à l'autorité de la conscience. Si Monsieur Albalat l'avait su, il aurait été moins imprudent, et n'aurait pas divisé les qualités d'un écrivain en 2 sortes. Les qualités naturelles, et les qualités que l'on peut acquérir, comme si une qualité, c'est-à-dire une manière d'être et de sentir,
était quelque chose d'extérieur, et qui se surajoute comme une couleur ou une odeur. On devient ce que l'on est, et cela sans même le vouloir et malgré toute volonté adverse. La plus longue patience ne peut changer en imagination visuelle une imagination aveugle, et celui qui voit le paysage dont il transpose l'aspect en écriture, si son œuvre est gauche, elle est meilleure encore, telle, qu'après les retouches d'un correcteur dont la vision est nulle ou profondément différente. Mais le trait de force, il n'y a que le maître qui le donne. Cela décourage Pécuchet. Le trait du maître en écriture d'art, même de force, est nécessairement celui qu'il ne fallait pas appuyer. Ou bien, le trait souligne le détail qu'il est d'usage de faire valoir, et non celui qui avait frappé l'œil intérieur, inhabile mais sincère, de l'apprenti. Cette vision presque toujours inconsciente, M. Albalat l'abstrait et il définit le style, l'art de saisir la valeur des mots et les rapports des mots entre eux. Et le talent, d'après lui, consiste, non pas à se servir sèchement des mots, mais à découvrir les nuances, les images, les sensations qui résultent de leur combinaison. Nous voilà donc dans le verbalisme pur, dans la région idéale des signes. Il s'agit de manier les signes et de les ordonner selon des dessins, qui donnent l'illusion d'être représentatifs du monde des sensations. Ainsi pris à rebours, le problème est insoluble, il peut arriver puisque tout arrive, que de telles combinaisons de mots soient évocatrices de la vie et même d'une vie déterminée, mais le plus souvent, la combinaison restera inerte, la forêt se pétrifie. Une critique du style devait commencer par une critique de la vision intérieure, par un essai sur la formation des images. Il y a bien 2 chapitres sur les images dans le livre de M. Albalat, mais tout à la fin. Et ainsi le mécanisme du langage est démontré à rebours, puisque le premier pas est l'image, et le dernier, l'abstraction. Une bonne analyse des procédés naturels du style commencerait à la sensation pour aboutir à l'idée pure, si pure qu'elle ne correspond à rien, non seulement de réel, mais de figuratif. S'il y avait un art d'écrire, ce serait l'art même de sentir, l'art de voir, l'art d'entendre, l'art d'user de tous les sens, soit réellement, soit imaginativement, et la pratique grave et neuve d'une théorie du style serait celle où l'on essaierait de montrer comment se pénètrent ces 2 mondes séparés, le monde des sensations et le monde des mots. Il y a là un grand mystère, puisque ces 2 mondes sont infiniment loin l'un de l'autre, c'est-à-dire parallèles. Il faut y voir peut-être une sorte de télégraphie sans fils. On constate que les aiguilles des 2 cadrans se commandent mutuellement, et c'est tout. Mais cette dépendance mutuelle est loin d'être parfaite et aussi claire dans la réalité que dans une comparaison mécanique. En somme, les mots et les sensations ne s'accordent que très peu et très mal. Nous n'avons aucun moyen sûr, que peut-être le silence, pour exprimer nos pensées. Que de circonstances dans la vie, où les yeux, les mains, la bouche muette sont plus éloquents que toute parole. Note 4 retour. On essaiera quelques jours, dans une étude sur le monde des mots, de déterminer si les mots ont vraiment une signification, c'est-à-dire une valeur constante. Sujet 4. L'analyse de M. Albalat est donc mauvaise, n'étant pas scientifique. Cependant, il en a tiré une méthode pratique dont on peut dire que si elle ne formera aucun écrivain original, il le sait bien lui-même, elle pourrait atténuer, non, la médiocrité, mais l'incohérence des discours et des écritures auxquelles l'usage nous contraint de prêter quelque attention. Cela est d'ailleurs indifférent, ce manuel serait inutile, plus encore que je ne le crois, que tel et tel de ces chapitres garderaient leur intérêt de documentation et d'exposition. Le détail est excellent. Et voici par exemple les pages où il est démontré que l'idée est liée à la forme, et que changer la forme, c'est modifier l'idée. Quand on dit d'un morceau, le fond est bon, mais la forme est mauvaise, cela ne signifie rien. Voilà de bons principes, quoique l'idée puisse exister comme résidu de sensation, indépendante des mots et surtout d'un choix de mots, mais les idées toutes nues à l'état de larve errante n'ont aucun intérêt. Peut-être même appartiennent-elles à tout le monde. Peut-être toutes les idées sont-elles communes à tous. Mais comme celle-ci qui se promène, attendant un évocateur, va se révéler différente selon la parole qu'il aura sortie des ténèbres. Que vaudraient, dépouillées de leur pourpre, les idées de Bossuet ? Ce sont celles du premier séminariste qui passera, et s'il les proférait, les gens reculeraient, humiliés de tant de sottises, qui s'y enivrent dans les sermons et dans les oraisons. Et l'impression sera pareille, si,
Après avoir écouté avec complaisance les paradoxes lyriques de Michelet, on les retrouve dans les discours bas de quelques sénateurs, dans les tristes commentaires de la presse dévouée. C'est pour cela que les poètes latins et le plus grand, Virgile, disparaissent traduits, se ressemblent tous dans l'uniformité pénible d'une pompe normalienne. Si Virgile avait écrit selon le style de M. Pessonneau, ou de M. Benoît, il serait Benoît, il serait Pessonneau, et les moines eussent raclé ses parchemins pour substituer à ses vers quelques bons contrats de louage d'un intérêt sûr et durable. À propos de ces évidences, M. Albalat se plaît à réfuter l'opinion de M. Zola, que la forme est ce qui change et passe le plus vite, et qu'on gagne l'immortalité en mettant debout des créatures vivantes. Autant que cette dernière phrase se peut interpréter, elle signifierait ceci: ce qu'on appelle la vie en art est indépendant de la forme. Peut-être est-ce encore moins clair, peut-être cela n'a-t-il aucun sens? Hippolyte aussi, aux portes de Trézène, était sans forme et sans couleur, seulement il était mort. Tout ce que l'on peut concéder à cette théorie, c'est qu'une œuvre originellement belle et d'une forme originale, si elle survit à son siècle, et plus à sa langue, les hommes ne l'admirent plus que par imitation, sur l'injonction traditionnelle des éducateurs. Découverte maintenant au fond des Herculanum, l'Iliade ne nous donnerait que des sensations archéologiques, elle intéresserait au même degré que la chanson de Roland, mais en comparant les deux poèmes, on constaterait, mieux qu'on ne l'a fait encore, qu'ils correspondent à des moments de civilisation extrêmement différents, puisque l'un est rédigé tout en images, un peu roide, et que dans l'autre, il y en a si peu qu'on les a comptés. Il n'y a d'ailleurs aucune relation nécessaire entre le mérite et la durée d'une œuvre, mais quand un livre a survécu, les auteurs d'analyses et extraits conformes au programme savent très bien prouver sa perfection inimitable, et ressusciter, le temps d'une conférence, la momie qui va retomber sous le joug de ses bandelettes. Il ne faut pas mêler l'idée de gloire à l'idée de beauté. La première est tout à fait dépendante des révolutions de la mode et du goût, la seconde est absolue, dans la mesure où le sont les sensations humaines, l'une dépend des mœurs, l'autre dépend de la loi. La forme passe, c'est vrai, mais on ne voit pas vraiment comment la forme pourrait survivre à la matière qui en est la substance. Si la beauté d'un style s'efface ou tombe en poussière, c'est que la langue a modifié l'agrégat de ses molécules, les mots, et les molécules elles-mêmes, et que ce travail intérieur ne s'est pas fait sans boursouflure et sans tremblement. Si les fresques de l'Angelico ont passé, ce n'est pas parce que le temps les a rendues moins belles, c'est parce que l'humidité a gonflé le ciment, ou la peinture est embue. Les langues se gonflent comme le ciment et s'écaillent, ou plutôt elles font comme les platanes qui ne vivent qu'en modifiant constamment leur écorce, et qui laissent tomber dans la mousse, au premier printemps, les noms d'amour gravés à même leur chair. Mais qu'importe l'avenir, hein? Qu'importe l'approbation d'hommes qui n'existeront pas tels que nous les ferions, si nous étions démiurges? Qu'est-ce que cette gloire dont jouirait un homme à partir du moment où il sort de la conscience? Il est temps que nous apprenions à vivre dans la minute, à nous accommoder de l'heure qui passe, même mauvaise, à laisser aux enfants ce souci des temps futurs, qui est une faiblesse intellectuelle, quoique parfois une naïveté d'homme de génie. Il est bien illogique de vouloir l'immortalité des œuvres lorsqu'on affirme, et lorsqu'on désire la mortalité des âmes. Le Virgile de Dante vivait au-delà de la vie sa gloire devenue éternelle. De cette conception éblouissante, il ne nous reste qu'une petite illusion vaniteuse qu'il est préférable d'éteindre tout à fait. Cela n'empêche pas qu'il faille écrire pour les hommes comme si on écrivait pour les anges, et de réaliser ainsi, selon son métier et selon sa nature, le plus possible de beauté, même passagère et très périssable. Sujet 5. Les si amusantes distinctions que les vieux manuels faisaient entre le style fleuri et le style simple, le sublime et le tempéré, M. Albalat les supprime excellemment, il juge avec raison qu'il n'y a que deux sortes de styles, le style banal et le style original. S'il était permis de compter les degrés du médiocre au pire, comme du passable au parfait, l'échelle serait longue des couleurs et des nuances. Il y a si loin de la légende de Saint Julien l'Hospitalier à une oraison parlementaire, qu'en vérité on se demande s'il s'agit de la même langue, s'il n'y a pas deux langues françaises, et en dessous, une infinité de dialectes presque impénétrables les uns aux autres. À propos du style politique, M. Marty Lavaux pense que le peuple, demeuré fidèle en ses discours aux mots traditionnels,
ne le comprend que très mal et seulement en gros, comme s'il s'agissait d'une langue étrangère que l'on entend un peu, mais qu'on ne parle pas. Il écrivait cela il y a 27 ans, mais les journaux, plus répandus, n'ont guère modifié les habitudes populaires. On peut toujours compter qu'en France, sur 3 personnes, il y en a une qui ne lit que par hasard un bout de journal, et une qui ne lit jamais rien. À Paris, le peuple a de certaines notions sur le style. Il goûte surtout la violence et l'esprit. Cela explique la popularité bien plus littéraire que politique d'un journaliste comme M. Rochefort, en qui les Parisiens ont longtemps retrouvé leur vieil idéal, un tranche-montagne spirituel et verbeux. Note 5 retour. De l'enseignement de notre langue. M. Rochefort est d'ailleurs un écrivain original, et l'un de ceux qu'on devrait citer d'abord, pour démontrer que le fond n'est rien sans la forme. Il suffit de lire un peu au-delà de son article. Cependant, nous sommes peut-être dupes, voilà bien un demi-siècle que nous le sommes de Mérimée, dont M. Albalat cite une page à titre de spécimen du style banal. Allant plus loin, jusqu'à son jeu favori, il corrige Mérimée et propose à notre examen les 2 textes juxtaposés. En voici un morceau. Note 6 retour. M. Albalat a souligné tout ce qu'il juge banal ou inutile. Note 7 retour. Variante proposée par M. Albalat, de réduire, de conquérir. On ne peut nier tout au moins que le style du sévère professeur ne soit fort économique. Il fait gagner presque une ligne sur 2. Soumis à ce traitement, le pauvre Mérimée, déjà peu fécond, se trouverait réduit à la paternité de quelques plaquettes, alors symboliques de sa légendaire sécheresse. Devenu le Justin de tous les trogues pompés, M. Albalat étend Lamartine lui-même sur le chevalet, pour adoucir par exemple, la finesse de sa peau rougissante comme à 15 ans sous les regards en « sa fine peau de jeune fille rougissante ». Quelle boucherie! Les mots que biffe M. Albalat sont si peu banals, qu'il corrigerait au contraire et relèverait ce qu'il y a de commun dans la phrase améliorée. Ce remplissage est une observation très fine, faite par un homme qui a beaucoup regardé des visages de femmes, par un homme plus tendre que sensuel, touché par la pudeur, plutôt que par le prestige charnel. Bon ou mauvais, le style ne se corrige pas, le style est inviolable. M. Albalat donne de fort amusantes listes de clichés, mais sa critique est parfois sans mesure. Je ne puis admettre comme cliché chaleur bienfaisante, perversité précoce, émotion contenue, front fuyant, chevelure abondante, ni même larmes amères car des larmes peuvent être amères et des larmes peuvent être douces. Il faut comprendre aussi que l'expression qui est à l'état de cliché dans un style, peut se trouver dans un autre, à l'état d'image renouvelée. Émotion contenue n'est pas plus ridicule qu'émotion dissimulée. Quant à front fuyant, c'est une expression scientifique et très juste, qu'il suffit d'employer à propos. Il en est de même des autres. Si on bannissait de telles locutions, la littérature deviendrait une algèbre, qu'il ne serait plus possible de comprendre qu'après de longues opérations analytiques. Si on les récuse parce qu'elles ont trop souvent servi, il faudrait se priver encore de tous les mots usuels, et de tous ceux qui ne contiennent pas un mystère. Mais cela serait une duperie. Les mots les plus ordinaires et les locutions courantes peuvent faire figure de surprise. Enfin, le cliché véritable, comme je l'ai expliqué antérieurement, se reconnaît à ceci que l'image qu'il détient en est à mi-chemin de l'abstraction, au moment où, déjà fanée, cette image n'est pas encore assez nulle pour passer inaperçue, et se ranger parmi les signes qui n'ont de vie et de mouvement qu'à la volonté de l'intelligence. Très souvent, dans le cliché, un des mots a gardé un sens concret, et ce qui nous fait sourire, c'est moins la banalité de la locution, que l'accolement d'un mot vivant et d'un mot évanoui. Cela est très visible dans les formules telles que « le sein de l'académie »,« l'activité dévorante »,« ouvrir son cœur »,« la tristesse était peinte sur son visage »,« rompre la monotonie »,« embrasser des principes ». Cependant, il y a des clichés où tous les mots semblent vivants. Une rougeur colora ses joues, d'autres où ils semblent tous morts, il était au comble de ses vœux. Mais ce dernier cliché s'est formé à un moment où le mot comble était très vivant et tout à fait concret, c'est parce qu'il contient encore un résidu d'image sensible, que son alliance avec vœux nous contrarie. Dans le précédent, le mot coloré est devenu abstrait, puisque le verbe concret de cette idée est colorier, et il s'allie très mal avec rougeur et avec joue. Je ne sais où mènerait un travail minutieux sur cette partie de la langue dont la fermentation est inachevée.
Sans doute finirait-on par démontrer assez facilement que dans la vraie notion du cliché, l'incohérence a sa place, à côté de la banalité. Pour la pratique du style, il y aurait là matière à des avis motivés. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.